Ok, nous comptons avec ou là qu'on y est pour nous recevoir. À la fin des années 1990, chaque soir, une même voix accompagne des millions de Français sur les ondes. Une voix libre, reconnaissable entre toutes, celle de Karel Pedro. Animateur emblématique, figure centrale de la radio musicale, il parle de tout, des artistes, de la société, des passions. Mais jamais d'eux, jamais de ses enfants. Dans un pays où la célébrité finit souvent par exposer les familles, son silence intrigue. Est-il volontaire, protecteur ou imposé par le poids de la notoriété? Alors que sa vie publique est abondamment documentée, une zone entière reste invisible. Une absence persistante. Une question demeure, simple et dérangeante. Qu'est-il arrivé aux enfants de Karel Pedro? Au début des années 1990, la radio française vit une transformation profonde. Elle n'est plus seulement un fond sonore domestique, elle devient un espace d'influence, de culture, parfois de confrontation. Dans ce paysage en mutation, une figure s'impose progressivement. Karel Pedre n'est pas seulement un animateur, il incarne une génération qui parle fort, vite, sans filtre et surtout sans détour. Chaque émission qu'il anime s'inscrit dans un moment précis de la journée, mais aussi dans la mémoire collective. La nuit, sa voix accompagne les trajets solitaires, les chambres d'adolescents, les insomnies anonymes. Le jour, elle rythme l'actualité musicale, les débats culturels, les confidences d'artistes. Il devient familier, presque intime pour de millions d'auditeurs qui n'ont pourtant jamais croisé son regard. À cette époque, le succès radiophonique est un pouvoir discret, mais immense. Contrairement à la télévision, la radio ne montre rien. Elle suggère. Elle crée une proximité invisible. Karel Pedre maîtrise parfaitement cet art. Son ton est direct, son style tranche avec la neutralité institutionnelle. Il ose poser les questions que d'autres évitent. Il donne la parole à des artistes encore inconnus, mais aussi à des figures déjà établies, parfois déstabilisées par sa liberté de ton. La presse spécialisée salue cette audace. Les audiences suivent. Son nom devient indissociable d'une certaine idée de la radio moderne. Dans les studios, on parle de lui comme d'un homme de conviction, parfois difficile, mais toujours passionné. Il travaille tard, il vit au rythme des émissions. La radio n'est pas seulement son métier, elle structure son existence. Dans l'imaginaire collectif, cette réussite professionnelle s'accompagne naturellement d'une autre image, celle d'une vie personnelle épanouie. À cette époque, de nombreux animateurs exposent leur famille dans les magazines. Les enfants apparaissent sur des photos volées, les conjoints deviennent des personnages secondaires du récit médiatique. La célébrité déborde du studio pour s'inviter dans le salon familial. Mais autour de Karel Pedre, quelque chose ne correspond pas à ce schéma. Plus sa notoriété grandit, plus sa sphère privée se referme. Aucun cliché volé, aucun témoignage d'anciens voisins, aucun récit attendri sur la paternité dans les interviews. Comme si deux vies évoluaient en parallèle, sans jamais se croiser publiquement. Dans les archives sonores, sa voix est partout. Dans les archives visuelles, son image est contrôlée, maîtrisée, presque minimale. Il parle de musique avec ferveur, de liberté d'expression avec engagement, de société avec franchise. Mais lorsqu'une question s'approche de trop près du terrain familial, elle est contournée, déplacée ou simplement ignorée. Cette retenue intrigue d'autant plus que l'époque est à l'exact opposé. Les années 1990 et 2000 marquent l'explosion de la curiosité médiatique pour l'intime. La frontière entre vie publique et vie privée se fragilise. Les enfants de célébrités deviennent des figures malgré eux, photographiées à la sortie de l'école, commentées dans la presse. Certains en souffrent, d'autres en tirent une forme de notoriété précoce. Chez Karel Pedre, rien de tel. Aucun récit d'enfance partagé, aucun souvenir raconté à l'antenne. Ce silence n'est pas accidentel, il est constant, répété, presque méthodique. Comme si la réussite professionnelle exigeait une contrepartie invisible, la disparition volontaire de tout ce qui pourrait être vulnérable. Aux yeux du public, cette absence n'est pas perçue immédiatement comme un problème. Elle passe inaperçue, noyée dans l'admiration pour le personnage médiatique. Pourtant, avec le recul, elle devient un élément central du récit. Car derrière l'image d'un homme omniprésent dans l'espace sonore français, une question commence à se former. Peut-on être une voix familière pour de millions de personnes tout en restant un inconnu absolu pour ceux qui partagent son nom ?
Cette distance entre la lumière publique et l'ombre familiale est-elle le fruit d'un choix réfléchi ou la conséquence d'un environnement devenu trop intrusif? À mesure que la carrière de Karel Pedret atteint son apogée, ce contraste devient de plus en plus frappant. Plus il est écouté, moins on le sait. Plus il parle, plus certaines choses se taisent. Et cette harmonie apparente faite de succès, de reconnaissance et de liberté commence à révéler une tension silencieuse. Car toute lumière intense projette une ombre, et parfois, cette ombre s'étend bien au-delà du studio. À la charnière des années 2000, quelque chose change profondément dans le paysage médiatique français. La radio demeure influente, mais elle n'est plus seule. Les chaînes d'information continue, les magazines People et bientôt les premières plateformes numériques imposent un nouveau rythme. La curiosité du public ne se contente plus de la voix. Elle exige des visages, des histoires privées, des fragments d'intimité. Pour de nombreux animateurs, cette évolution est une opportunité. Montrer sa famille devient un prolongement naturel de la notoriété. Les enfants apparaissent dans les pages des journaux, les conjoints sont cités, photographiés, commentés. La célébrité cesse d'être individuelle, elle devient familiale. Chez Karel Pedre, la trajectoire suit une direction inverse. Plus la pression médiatique augmente, plus il se replie sur une ligne invisible mais ferme. Ce n'est pas une rupture brutale, ni un scandale, aucun titre choc, aucun procès, aucun témoignage public. Le basculement est silencieux, progressif, presque imperceptible pour l'auditeur pressé. Dans plusieurs entretiens de l'époque, un même schéma se répète. Les questions portent sur la musique, la liberté d'expression, l'évolution du métier. Lorsqu'un journaliste tente d'aborder la sphère familiale, le sujet glisse ailleurs. La réponse devient plus courte, le ton se fait neutre, puis la conversation reprend sur un terrain sûr. À force de répétition, ce comportement cesse d'être une coïncidence, il devient une méthode. Ce moment de bascule ne correspond pas à un événement unique, mais à un climat. Les paparazzis se multiplient autour des figures médiatiques. Les enfants de personnalités publiques sont photographiés à la sortie des écoles. Certains sont suivis pendant des années, sans jamais avoir choisi cette exposition. En France, le débat sur le droit à la vie privée commence à s'intensifier, mais la pratique médiatique, elle, avance plus vite que la réflexion juridique. C'est dans ce contexte que s'opère la véritable rupture. Non pas entre Karel Pedre et son public, mais entre le monde extérieur et son cercle le plus proche. Là où d'autres négocient, lui ferme la porte, définitivement. Il ne s'agit plus seulement de discrétion, il s'agit d'une frontière. Les archives le confirment indirectement. Aucun document audiovisuel ne montre ses enfants. Aucun témoignage public ne décrit leur quotidien. Aucun ancien collaborateur ne fait allusion à leur présence dans les événements professionnels. Cette absence devient elle-même un fait observable, une donnée répétée. Pour l'homme de radio, ce choix a un prix. En se tenant à distance de la médiatisation familiale, il s'expose à une autre forme de spéculation. Le silence nourrit l'interrogation, il crée un vide narratif que certains tentent de combler par des hypothèses. Mais Karel Pedre ne dévie pas, il ne rectifie pas, il ne commente pas. Ce mutisme n'est pas passif, il est actif. Il suppose une vigilance constante. Dans un univers où chaque détail peut devenir un titre, ne rien dire demande plus d'efforts que de parler. C'est une discipline, une tension permanente. Pour ces enfants, cette période marque un tournant décisif. Ils grandissent à l'ombre d'un nom connu, sans en porter publiquement le poids. À l'école, dans la rue, leur identité n'est pas associée à une figure médiatique. Ils ne sont pas photographiés, ils ne sont pas interrogés. Leur existence n'est pas documentée. Ce choix les protège, mais il les isole aussi d'une reconnaissance implicite. Car être invisible dans une famille célèbre n'est jamais neutre. Cela signifie ne pas être intégré au récit collectif, ne pas exister dans la mémoire publique. Grandir en sachant que le monde connaît la voix de votre père, mais ignore jusqu'à votre prénom. La rupture est là, dans cette dissociation radicale entre la notoriété professionnelle et la transmission familiale. Là où d'autres laissent la célébrité déborder, Karel Pedre la contient. Là où certains parlent d'équilibre, lui impose une séparation stricte. Avec le temps, ce choix devient irréversible. Plus les années passent, plus il serait difficile de revenir en arrière.
Introduire tardivement ces enfants dans l'espace public serait les exposer à une curiosité accrue, presque violente. Le silence, une fois installé, devient la seule option cohérente. Ce moment de rupture ne fait pas la une des journaux, il ne provoque aucun débat immédiat, mais il façonne durablement les trajectoires. Celle d'un homme qui accepte d'être connu sans être totalement compris, et celle de ses enfants qui héritent d'un nom célèbre sans hériter de sa lumière. La question n'est alors plus de savoir ce qui a été caché, elle devient plus troublante. Quelles conséquences produit une telle absence à long terme sur ceux qui ont grandi derrière ce mur invisible ? Avec le recul, ce qui frappe le plus n'est pas ce que Karel Pedré a dit, mais ce qu'il a constamment refusé de dire. Dans un univers médiatique fondé sur la parole, le silence devient un acte à part entière, un choix, presque une position philosophique. Pour comprendre ce qu'il révèle, il faut s'éloigner de la figure publique et observer les mécanismes plus profonds de la célébrité familiale. Être enfant d'une personnalité connue ne signifie pas seulement bénéficier d'un nom, cela implique d'hériter d'une exposition que l'on n'a pas choisie. Dans les années 2000, de nombreux travaux sociologiques en France commencent à documenter les effets de cette exposition précoce. Troubles identitaires, sentiments de dépossession de l'intime, difficulté à construire une trajectoire personnelle indépendante. Face à ces risques, certaines familles tentent de limiter les dégâts. D'autres échouent. Chez Karel Pedré, la stratégie est radicale. Elle ne repose pas sur la négociation avec les médias, mais sur le retrait total. Ces enfants ne sont pas seulement protégés, ils sont absents. Cette absence empêche toute projection extérieure. Aucun récit médiatique ne se forme autour d'eux. Aucun rôle ne leur est assigné. Ils ne sont ni les enfants d'eux, ni des figures secondaires d'un récit public. Mais cette protection a une autre face. Grandir dans l'ombre d'un nom célèbre sans jamais pouvoir l'assumer publiquement peut produire un sentiment de décalage. Dans la sphère privée, le père est reconnu, parfois admiré. À l'extérieur, il est une voix omniprésente. Entre les deux, les enfants évoluent dans un espace intermédiaire, ni totalement ordinaire, ni réellement exposé. Les spécialistes parlent alors d'une célébrité indirecte, une notoriété par ricochet, ressentie mais non visible. Elle se manifeste dans les conversations chuchotées, les allusions, les regards insistants parfois, sans preuve, sans image, juste une intuition diffuse. Ce type de situation oblige les enfants à développer très tôt une forme de vigilance, apprendre à taire certaines informations, éviter certains contextes, préserver une normalité fragile. 3 trajectoires sont généralement observées dans ce type de configuration familiale. La première est celle de l'effacement volontaire. L'enfant choisit l'anonymat total, change parfois de milieu, voire de pays pour s'assurer que le lien avec la célébrité parentale ne conditionne jamais son avenir. La deuxième est celle de la rupture symbolique. L'enfant coupe tout lien avec l'univers médiatique, non pas par discrétion, mais par rejet. Il refuse que le nom familial définisse son identité. La troisième trajectoire est plus silencieuse encore. Elle consiste à vivre avec cet héritage invisible sans le revendiquer ni le renier, en tentant de tracer une voie personnelle à l'abri des regards. Dans le cas de la famille Pedré, aucune de ces trajectoires n'est confirmée publiquement. Et c'est précisément ce qui rend le sujet si singulier. Le silence n'a jamais été rompu, ni par le père, ni par les enfants. Cette continuité suggère une transmission implicite, une forme de pacte familial tacite. Ce pacte n'est pas formulé, il ne fait l'objet d'aucune déclaration. Il se manifeste par l'absence de démenti, d'explication ou de justification. Dans un monde saturé de récits personnels, ce refus de raconter devient une manière de se protéger collectivement, non pas contre un danger précis, mais contre l'érosion lente de l'intime. La vérité qui se dessine alors n'est ni spectaculaire ni scandaleuse. Elle est plus dérogeante. Elle montre que l'on peut être au cœur de la culture populaire sans y entraîner sa famille, que l'on peut refuser que la célébrité devienne un héritage imposé, que l'on peut enfin considérer que le silence est parfois la seule réponse éthique possible. Mais ce choix n'est jamais neutre. Il façonne des vies entières, il crée des zones d'ombre durables,
il empêche aussi toute reconnaissance publique des liens familiaux. Pour les enfants, cela signifie grandir sans jamais voir leur histoire racontée, sans pouvoir la corriger, sans pouvoir la revendiquer. La vérité ici ne réside pas dans un secret caché, mais dans une décision maintenue au fil des décennies. Une décision qui interroge. Peut-on protéger ces enfants en les retirant totalement du récit collectif, ou en les condamne-t-on à porter un héritage invisible, impossible à partager ? La réponse n'est pas simple. Elle dépend du regard que l'on porte sur la célébrité elle-même. Est-elle un privilège transmissible ou un fardeau dont il faut préserver ceux que l'on aime ? C'est autour de cette question que se referme lentement le cercle. Car si le silence a protégé les enfants de Karel Pedré, il a aussi laissé derrière lui une trace indélébile, celle d'une famille connue sans être visible, d'un héritage sans visage. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose sans jamais se formuler clairement. L'histoire des enfants de Karel Pedre n'est pas celle d'une chute, ni d'un scandale, ni même d'un drame public. Elle est celle d'une absence construite, entretenue, assumée. Une absence qui, paradoxalement, en dit long sur le prix réel de la notoriété. Dans l'imaginaire collectif, transmettre son nom est souvent perçu comme un privilège, une continuité, une fierté. Mais dans certaines familles, ce nom devient un poids trop lourd à porter. Une étiquette qui précède l'individu, qui le définit avant même qu'il ait pu se définir lui-même. En refusant d'exposer ses enfants, Karel Pedre semble avoir fait un choix radical, celui de rompre la chaîne de la célébrité. Ce choix n'efface pas l'héritage, il le transforme. Les enfants grandissent avec un père reconnu, parfois admiré, souvent écouté. Mais cette reconnaissance reste à distance. Elle ne s'impose pas à eux dans l'espace public. Ils ne sont pas convoqués par le regard des autres. Ils ne sont pas sommés d'exister en tant que prolongement d'une figure médiatique. Pourtant, cette protection a un revers discret. En restant invisibles, ils disparaissent aussi de la mémoire collective. Leur histoire n'est racontée nulle part, leur point de vue n'est jamais entendu. Ils ne peuvent ni confirmer ni contester les récits implicites que le silence suscite. Ils héritent d'un nom, mais pas d'un récit partagé. C'est là que réside le cœur du paradoxe. La célébrité, en se taisant, a peut-être été contenue, mais le silence, lui, a traversé le temps. Il a figé les trajectoires dans une zone grise, à l'abri des projecteurs, mais aussi des mots. Dans une société où exister, c'est souvent être vu et raconté, choisir de ne pas l'être revient à accepter une forme d'effacement volontaire. Alors que reste-t-il ? Une voix qui a marqué une époque, une carrière documentée, analysée, archivée, et à côté, une famille dont on ne sait presque rien. Non par oubli, mais par décision. Une décision répétée, cohérente, jamais démentie. Peut-être est-ce là la véritable réponse à la question posée au début. Rien n'est arrivé aux enfants de Karel Pedre au sens spectaculaire du terme. Ils n'ont pas été emportés par la notoriété, ils n'en ont pas profité non plus. Ils ont vécu à côté d'elle, dans son ombre. Et si cette ombre était en réalité la forme la plus rare d'héritage, non pas l'argent, ni le nom, ni la reconnaissance publique, mais la possibilité de grandir hors du regard constant des autres. La question demeure ouverte, car chacun jugera différemment ce choix. Était-ce une protection nécessaire, une privation symbolique, ou un acte profondément éthique dans un monde obsédé par l'exposition de l'intime ? Au fond, l'histoire de cette famille rappelle une vérité troublante. Parfois, la plus grande transmission n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on décide de taire.